À cet instant, dans la salle de la Philharmonie, la politique éclipse la musique. Des fumigènes s'allument au balcon. Celui qui vient d'interrompre le spectacle est un militant pro-palestinien, hostile à la présence de l'orchestre philharmonique d'Israël. L'homme est pris à partie par des spectateurs, frappé à coups de poing, poussé vers la sortie, poursuivi dans les travées. Des affrontements violents éclatent dans un cadre habituellement feutré de Philharmonie. Pour les mélomanes venus écouter le concerto numéro 5 de Beethoven, un concert particulier émaillé de plusieurs incidents. Quelqu'un s'est mis à hurler et jeter des tracts dans le public du haut du balcon. Ça a jeté un trouble. Il y a eu des cris dans la salle, les Palestines antisémites. 5 minutes plus tard, un fumigène a été allumé. C'était spectaculaire. Cette lumière rouge incandescente. Qui sont les perturbateurs? Une femme, 3 hommes ont été placés en garde à vue. L'un d'entre eux est fiché S pour ses liens avec la mouvance contestataire. Ils ont semé le désordre malgré le déploiement d'une centaine de policiers mobilisés. Le concert de l'orchestre israélien a déjà été interrompu le 20 septembre à Vienne, en Autriche. Nous savions que ce concert était à risque. Il y avait donc un dispositif police conséquent à l'extérieur comme à l'intérieur avec des effectifs en civil. Selon un employé d'une société de sécurité privée, les agitateurs ont réussi à contourner le dispositif. Elle n'était pas détectable, mais je ne sais pas si c'était un métal. C'est mieux avec la palpation, avec les mains. Ici, on n'a pas le droit. Dans les stades, on a le droit. Les musiciens ont conclu le concert devant un interprétant l'hymne masculin, un ajout particulier qui n'était pas prévu au programme. Un monospace abandonné au milieu des caisses d'un magasin. Ses occupants ont pris la fuite. 3 braqueurs se sont servis du véhicule volé comme voiture bélier pour pénétrer dans une grande surface de la région parisienne. Il est 3 heures du matin. Les malfaiteurs commencent par enfoncer la sortie de secours. Empruntent ce que le voit. Une fois à l'intérieur, ils sortent de la voiture. Face à eux, cet employé en plein travail. Parmi eux, cette femme qui acceptait de témoigner à visage caché. 3 hommes sortis de la voiture, il y en avait 2 qui étaient cagoulés, il y en avait un qui avait une hache. Donc il disait « casse-toi, casse-toi » et tout le monde a couru donc partout. Avec 2 colères, elle s'est réfugiée dans la chambre froide du magasin. Il faisait moins de 24-23 degrés à peu près. On comptait chaque minute, chaque seconde. C'était très long. On avait froid, on avait peur, on ne savait pas quoi faire. Dit quand est-ce qu'on allait s'en sortir? Ajoute, la police finirait par libérer au bout d'une heure en état de choc. La direction du magasin affirme que les malfaiteurs n'ont rien volé et qu'ils auraient quitté les lieux rapidement, surpris par la présence des salariés à 7 heures de la nuit. Certains employés affirment eux que les téléphones ont été dérobés dans les rayons. Lorsqu'ils sont arrivés dans la matinée, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Arriver de voir une voiture en plein milieu comme ça, c'est choquant. Il n'y a pas de blessés, c'est déjà pas mal. Les relevés d'empreintes ont été effectués sur le véhicule et les images des caméras de surveillance sont en cours d'exploitation afin d'identifier les 3 malfaiteurs. Et un homme, Loïc Lespinasse, a retrouvé sa camionnette complètement vidée. Le camion ouvert, le voleur emporte l'intégralité de son matériel électrique. On va retrouver tout ce qui est des perforatrices, des visseuses, de batterie, des choses comme ça, après des caisses à outils, du matériel de climatisation, des pompes à vide, toutes ces choses qui, je pense, arrivent à être revendues facilement. Cet chauffagiste est obligé d'acheter tout son matériel neuf et de déplacer ses rendez-vous. Ça m'a coupé net au niveau de mon activité parce qu'il a fallu que je fasse mes déclarations de vol à la police et à la gendarmerie. En plus de ça, que je suis obligé de racheter tout le matériel sur le moment pour continuer mes chantiers. C'est 10 000 € à peu près de cette perte de siège à cause de ce vol. Ces vols sont de plus en plus fréquents. Sur les vidéos partagées sur les réseaux sociaux, un témoigne. Un simple trou suffit pour crocher la porte avec un tournevis. Une méthode répandue, sinon on croit, c'est un nombre d'images.
En France, près de 68% des artisans du bâtiment et des travaux publics déclarent avoir été victimes de vol au moins une fois. Pour cette entreprise de chauffage, ce sont même plusieurs véhicules chaque année qui sont fracturés, vol de matériel, mais aussi de matières premières comme le cuivre. Le matériel de trop cher, on pourrait être ciblé comme des bijoutiers. Aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes braqueurs de vol, on n'est pas au Louvre non plus, mais par contre, à un certain moment, effectivement, ils ne reculent devant rien, on se fait abîmer nos véhicules, et piquer notre matériel, nos outils. Leur dernier cambriolage date il y a 2 semaines. Ils ont peu d'espoir d'être remboursés. Le matériel qui est pris coûte un peu moins cher, mais nous, à chaque fois, on réinvestit dans du neuf et la couverture des assurances ne sont pas forcément à la hauteur. Donc, la plupart du temps, il n'y a pas de déclaration puisque les franchises ne sont assez élevées pour ce type de dommage. Pour se protéger, certains artisans n'hésitent pas à blinder leurs portes. On ne peut même pas mettre le pied de biche ni rien avec l'alarme des hurleurs. On a un maximum qui puisse se résister pour essayer de retarder le plus possible les voleurs. Ce paysage a suivi plusieurs vols, sécurise désormais son véhicule. On ne peut pas mettre le pied de biche ni rien avec l'alarme des hurleurs un maximum qui puisse exister pour essayer de retarder le plus possible les voleurs. Les artisans qui ont ce type de camion, c'est très fréquent, c'est toutes les semaines que j'ai les coups téléphone pour changer les serrures. Une sécurité qui a un coût 1500 € de plus qu'une porte classique. Le prix est payé pour acheter la tranquillité. C'est la star du salon du Bélitrans. Le stand du Rolex fait le plein aujourd'hui après sa levée de fonds record. C'est avec l'enfance, les colonies et la cantine. Et puis le dégoût des verres du Rolex, et maintenant on revient en acheter à 60 ans. C'est quand même formidable. C'est un peu le patrimoine français dont il faut le préserver. En moins de 48 heures, la verrerie a récolté près de 20 millions d'euros d'intentions d'investissement. 4 fois plus qu'espéré par le patron. On est sur un nuage, je peux vous le dire. C'est pas tout à fait fini et ça me confirme que Durlex est reparti pour les 80 ans à venir heureux et surtout fiers pour tous les salariés. Ils en sont tellement bavés depuis 30 ans que je suis très content pour eux. C'est vraiment du bonheur. Car l'entreprise revient de loin. En 2024, elle échappe de justesse à la faillite. Désormais, c'est une SCOP, une société détenue et contrôlée par ses salariés. Dans le berceau de Duralex, près d'Orléans, certains font même le déplacement pour investir comme c'était veuve d'un employé pillé à la main. 300 €, 400 €, je ne sais pas ce qu'ils vont me dire. J'ai ramené tout ce qu'il faut. Mais face au succès, l'entreprise a dû clôturer sa levée de fonds. Je viens prendre quelques enseignements pour savoir comment ça se passe, si je peux investir. À l'intérieur de l'usine, le standard est submergé d'appels pour des dons et surtout des promesses d'investissement. On ne pensait pas que ça allait aussi vite. On s'attendait bien à ce que les gens nous soutiennent, mais pas que ce soit aussi. C'est incroyable. À travers la France, 21 000 investisseurs qui devraient être rémunérés 8% par an. Parmi ceux qui ont pris au projet, c'est un entrepreneur de région parisienne. Il me touche parce que c'est une société française avec des emplois français, l'industrie française. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je peux investir et les aider, je le fais avec plaisir. Un engouement qui fait la fierté de la chapelle Saint-Mas, chef-lieu historique de Duralex. Ce commerçant est le premier supporter de la marque et il travaille avec. Nous sommes équipés en verre Duralex pour faire le café, mais surtout, grâce à l'entreprise, 20% de sa clientèle sont des salariés de l'usine. Ça va faire une bouffée d'oxygène parce que ce qu'on espère, c'est que maintenant, ça va perdurer. Grâce à cette levée de fonds, Duralex espère devenir rentable dans 2 ans, de quoi recruter une 60aine de personnes d'ici à 2028.
Elle a une bouillie sympathique, mais son prix peut être un frein pour certains. La nouvelle Twingo électrique est vendue à partir de 20 000 euros. C'est la moins chère de la gamme chez Renault. En tarif, il n'est pas une exception parmi les hypothèses électriques. La automotrice commence à 16 000 euros, le Fiat. Ces petites voitures sont censées nous donner envie d'arrêter de faire le plein pour passer à l'électrique. Mais ce n'est pas gagné. C'est très cher à l'achat, l'autonomie n'est pas terrible. À des bornes, il n'y en a pas partout. Il y en a qui auront peut-être l'opportunité d'avoir un garage avec une prise électrique et qui peuvent mettre une borne dedans. Le prix, c'est le nerf de la guerre dans la transition vers le tout électrique. Si les voitures neuves coûtent toujours plus cher, d'après les constructeurs, c'est à cause des normes européennes. La réglementation impose, par exemple, qu'elles soient bardées de captures. Les dispositifs d'aide à la conduite désormais obligatoires que l'on retrouve au niveau du rétroviseur, derrière le pare-brise. Des caméras et des radars dont la conception coûte très cher, d'après le patron de Renault. L'Union européenne a passé ces dernières années à accumuler un tsunami de normes. Chez Renault, 25% du temps de nos ingénieurs au technocentre est dédié à la conformité réglementaire. Mais alors, comment réussir à produire des véhicules moins chers? À la demande des constructeurs, l'Union européenne réfléchit à supprimer certaines normes et seulement sur le tout petit véhicule. Ces voitures de moins de 3,40 mètres, très populaires au Japon, pourraient donc arriver chez nous dans les prochaines années à des prix bien inférieurs à ceux de la nouvelle Twingo. De quoi peut-être convaincre les Français de basculer vers l'électrique. Comment Salah Abdeslam, l'un des détenus les plus surveillés de France, a-t-il pu cacher dans sa cellule une clé USB contenant des documents de propagande djihadiste? Sa compagne, en garde à vue depuis mardi 4 novembre, est soupçonnée de lui avoir transmis cette clé USB, recoudant par loi. Il s'agit de Maeva, 27 ans, inconnue des services de police, mais proche des milieux islamistes radicaux. Elle avait obtenu un permis de visite il y a un peu plus d'1 an. Une faille dans la surveillance choque profondément les familles des victimes du 13 novembre. À partir du moment où l'on permet à une personne d'accéder à un ordinateur et d'avoir des contacts avec l'extérieur, voilà ce qui est produit. Le plus compliqué serait d'apprendre qu'il faut diffuser des idées et rallier des personnes. Salah Abdeslam est incarcéré pendant le film une prison hautement sécurisée où il est placé à l'isolement. Il est seul en promenade et ne côtoie aucun autre détenu. En revanche, il bénéficie du même parloir que les autres détenus où les contacts physiques sont autorisés, sans caméra ni surveillant. Avant de passer sur n'importe quel détecteur de métaux, et seuls les sacs étaient fouillés. Vous avez malheureusement aujourd'hui l'incapacité législative, par exemple, de pouvoir fouiller les visiteurs, ne serait-ce que par palpation, lorsque vous soupçonnez la présence d'objets interdits. La compagne de Salah Abdeslam est ce soir encore en garde à vue dans les locaux de la sous-direction antiterroriste. Elle peut être mise en examen pour recel d'objets illicites transmis à un détenu. Sur les réseaux sociaux, vous êtes peut-être déjà tombé sur ces conseils. Du papier réfléchissant au rouleau de scotch spécial pour empêcher l'air de passer. Des astuces, mais il existe aussi des solutions plus efficaces. De 3 ans, Rémi Zarco va installer un thermostat connecté. Il peut depuis ajuster la température d'une pièce à l'autre en quelques clics sur une application. Pour la douche, j'ai indiqué que lorsque je me réveillais, juste avant de prendre ma douche, je chauffe le chauffe-serviette à 22 degrés jusqu'à 16h15. Après, j'ai terminé. Il baisse aussi la température de la maison dès qu'il s'absent. Il a tout programmé résultat. En 12 ans, il a réalisé 937 € d'économie avant. Sa facture de chauffage s'est élevée en moyenne à 134 € par mois. Il paye 94 mois désormais, soit 40 € de moins. C'est vraiment des économies faciles à faire. C'est utilisable sans avoir besoin de compétences techniques pointues. Avant de faire de telles économies, il faut investir. Emmagasiner une offre pléthorique. Des thermostats connectés de 39 à 189 €.
Il s'installe sur tout type de chauffage, pompe à chaleur, chauffage d'air. Pour les radiateurs, on parle de tête thermostatique. Vous le prenez, vous vérifiez le pas de vis avec l'adaptateur, vous le mettez dessus et vous venez visser directement la tête thermostatique dessus. Une fois qu'elle est bien vissée, vous la contrôlez avec l'application. C'est hyper simple d'installation, tout le monde peut le faire. Jean-Jacques Maurice vient d'acheter une maison et souhaite connecter son chauffage. Deux solutions pour ce propriétaire. Installer une tête connectée sur chaque radiateur à 139 € pièce ou investir dans des radiateurs avec connexion intégrée à 399 €. Aujourd'hui, on a des produits de qualité. Si on veut faire des économies, ça coûte un peu d'argent d'investissement, mais ensuite, vous le récupérez dans le temps. Ce n'est pas une gadget. C'est comme le détecteur de fenêtres ouvertes, ça vous permet de faire des économies. Pour les moins aguerris, vous pouvez faire appel à des chauffagistes. Il suffit pour eux de relier le thermostat à 4 câbles de la chaudière. Après seulement 15 minutes de manipulation, ça fonctionne. Donc là, on est bon. Coût de l'intervention, 130 €, auquel s'ajoute l'achat du thermostat. Un dispositif efficace à certaines conditions. La première étape, c'est de l'isolation, parce qu'on a beau avoir un système de chauffage performant, si on est mal isolé, il ne sera pas performant. Dernier conseil, évitez de conditionner votre thermostat près des fenêtres ou d'une source de chaleur. À partir de janvier 2027, la pose de thermostat connecté sera obligatoire en France. C'est la marque de la génération Z. Un goût immodéré pour les produits de beauté. Soins du visage, cheveux ou maquillage, tout intéresse de 15 à 25 ans. Avec un objectif, la confiance en soi. Je mets du maquillage pour me sentir belle, pour sortir, mais aussi pour cacher les imperfections. C'est pour m'affirmer parce que je suis déjà belle naturelle, donc c'est pour être encore plus belle, on va dire. La folie du moment pour ces jeunes femmes et ces jeunes hommes, c'est la cosmétique venue de Corée. J'ai vu très vite de très gros progrès sur ma peau, ça amène parfois à des compliments, ou même je me regarde dans le miroir, je me dis, ah, ça a changé quand même. Moi, ça me permet d'avoir une beauté un peu naturelle parce que ma peau, donc, elle est beaucoup plus belle. Ce qui influence les achats, TikTok. Ces jeunes sur 10 ont déjà acheté un produit vu sur les réseaux sociaux et les hommes sont de plus en plus nombreux. C'est une du changement. Signe du changement, une célèbre marque a choisi le jeune influenceur Michel, 10 millions d'abonnés pour promouvoir sa gamme contre l'acné. Quand on écoute Tom Garasset, influenceur de parfum, on comprend sa force de frappe commerciale sur ses abonnés. Des fois, ils achètent même sans sentir, c'est-à-dire qu'ils achètent à laver sur Internet. Ça, je trouve ça dingue. D'autant plus fou que les jeunes de Gen utilisent jusqu'à 10 parfums différents selon les situations, alors que leurs parents restent fidèles à un seul flacon. Après un effort intense et prolongé, que ce soit pour gagner du muscle ou mieux récupérer, de plus en plus de sportifs ont adopté un accessoire qui tient dans la poche les barres protéinées. J'ai besoin de cet apport. Les sportifs les recommandent après l'effort. Dans la demi-heure qui suit l'activité physique, quelle qu'elle soit, il faut avoir un apport de protéines. Que ce soit des blancs de poulet, des protéines en poudre ou des barres protéinées, oui, il y a un vrai apport. Sur les réseaux sociaux, les sportifs et influenceurs les mettent en avant. Au conseil, ces produits à leurs abonnés. Ces barres ont envahi les rayons de supermarché. Vendues autour de 2 €, elles affichent la mention protéine comme un argument de vente sur la gourmandise. Pour certains clients, comme je ne suis pas trop gros mangeur, je n'ai pas tendance à trouver beaucoup de protéines dans l'alimentation que j'ai tous les jours. Donc, pour complémenter ça, je gagne du temps. Je n'ai pas le temps de cuisiner un client. En 4 ans, les ventes de barres énergétiques ont bondi de 29%, à tel point qu'on les retrouve même en pharmacie.
On n'a pas beaucoup de demandes avant, mais on a de plus en plus de demandes, surtout des sportifs. Principalement, on peut avoir aussi la demande pour des personnes qui veulent perdre du poids afin de préserver justement la masse musculaire. Qui contient ces barres. Ce fabricant bio affirme se démarquer avec une composition sans additifs chimiques. Protéines de riz, protéines de pois, ce sont des poudres à 80% de protéines. L'avantage d'utiliser ces deux protéines est de pouvoir avoir le spectre complet des acides aminés. Les autres ingrédients sont de la poudre d'amande, de noisette, du sel et du cacao. Ils sont mélangés dans cette machine pour sucrer et apporter des glucides essentiels. Il y a aussi un intérêt pour la récupération après le sport puisqu'il faut refaire le plein en glucides, en glycogène dans les muscles. Donc ce n'est pas uniquement des protéines dont on a besoin après un effort. Il n'y a plus qu'à couper la pâte pour faire des... Cette entreprise a vu ses ventes augmenter de 65%. En un an, la barre protéinée est devenue incontournable pour de plus en plus d'amateurs. Je fais un peu de foot et un match de foot entre copains, du tennis, même si vous allez à la salle de sport, votre corps dispose de l'énergie suffisante pour fonctionner. Finalement, ces barres protéinées ne vont rien apporter de plus intéressant qu'un simple fruit comme une banane. En revanche, si l'effort est très intense et prolongé au-delà d'une heure et demie, vous allez épuiser les réserves en sucre, qu'on appelle les glycogènes. Dans ce cas-là, c'est intéressant, mais c'est souvent pour les sportifs professionnels, c'est la même chose pour les boissons dites énergisantes. Elles sont présentées comme protéinées, mais très souvent, elles contiennent trop de sucre et de mauvais gras. Dans une barre de 20 grammes, vous avez 10 grammes de sucre, la moitié donc. Et donc, quand on regarde la composition d'une barre dite protéinée, une vingtaine d'ingrédients s'affichent. 6 types de sucres différents, des additifs, des émulsifiants, du mauvais gras. On pense manger quelque chose de sain, mais en réalité, c'est un produit ultra transformé. Pour mieux remplacer dans ce cas des produits maison, lorsqu'on vous produit une barre qui contiendrait 10 grammes de protéines, vous êtes un peu impressionné, mais en réalité, vous trouvez 10 grammes de protéines dans de petits suisses, un yaourt de sucrerie ou un grand verre de lait. Pour le côté salé, vous avez 10 grammes de protéines dans 2 œufs ou encore 100 grammes de poulet. Ça ne coûte pas cher et c'est meilleur pour la santé. Pour une recette simple et saine, prenez la date que vous allez étaler sur du papier sulfurisé. Mettez ensuite du beurre et de cacahuètes par-dessus, du bon gras, puis du chocolat noir que vous faites fondre, de petites cacahuètes et vous avez votre barre protéinée maison gourmande. On ne pèse rien, pas de cuisson et là, vous avez contrôlé les ingrédients.